KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. À sa première visite, Augustin aperçut, lui tournant le dos, une jeune fille d'un blanc laiteux, d'une grâce inattendue, cachée dans la partie obscure de la pièce, qu'éclairaient ses beaux cheveux blonds tendres de jeune anémique. Ce fut la seule fois qu'il la vit. Tandis que chez les Badouno, la situation économique était claire, le salaire limpide, les parentés évidentes, ici le mode de vie, les ressources, les filiations. Tout plongeait dans la même imprécision qui baignait les meubles. Quoique le peintre nain fût en chômage perpétuel, il arrivait qu'on sentit de bons ragoûts à l'oignon, des sauces bien mijotées. Le chuchotement du peintre expliquait que sa jeune fille était instruite, avait son brevet simple, aimait extraordinairement lire, faisait des journées dans les produits chimiques Fuxelnode ou Luxelnode, que des messieurs voulaient la pousser, lui faire étudier son brevet supérieur, que c'était bien difficile, que d'ailleurs elle n'était pas tout à fait sa fille, mais tout comme. La mère énonçait des choses plus substantielles. Elle ne pouvait pas dire combien elle était reconnaissante au bon monsieur d'avant monsieur. Non, elle ne pourrait jamais le dire. Ce bon monsieur s'était tellement dérangé pour eux. Jamais il ne les eût laissés dans l'ennui pour leur loyer ou pour le reste. Comme Augustin déposait là, de même que chez les Badouno, les 3 bons de pain en carton jaune graisseux portant que l'homme vivait non seulement de ce pain, mais aussi de toute parole sortant de la bouche de Dieu, elle remercia avec une froide gratitude, disant que tout le monde ne pouvait pas donner la même chose, n'est-ce pas ? Elle eût désiré qu'Augustin suivît l'exemple du bon monsieur d'avant lui et lui payât ses termes. C'était de cela et d'autres mendicités sans doute que la pauvre femme devait vivre. Dans l'escalier, au retour, Augustin se posa une question. Le monsieur d'avant lui, c'était son camarade de l'école. Avant celui-ci venait un camarade de l'année précédente. Aucun certainement ne payait les termes de Madame Bâtard. Parlait-elle d'un visiteur plus ancien, rapproché par gratitude ou par artifice ? Était-ce illusion ou habileté ? Qui pouvait dire ? Quand Augustin sortit de toute cette misère, il lui sembla qu'il venait de descendre aussi bas que possible dans la hiérarchie des besoins humains, qu'il jetait par terre toutes les superstructures idéalistes, tous les édifices intellectuels, qu'il touchait le roc, les indépassables fonds de la pauvre vie, quoiqu'il y eût encore plus bas, sans nul doute il le savait bien. Il remontait par la rue Laumont, longeant de sombres murs ecclésiastiques qui tombaient en falaise et se prolongeaient jusqu'à la rue d'Ulm. C'était un jour de décembre d'une grande douceur bleuâtre et triste, presque printanière. De vieillottes et provinciales demeures ouvraient leurs fenêtres sur ce faux printemps. L'énorme porche de l'ancien hôtel de Juigné les dominait de sa masse et de son passé. Augustin sourit à ce mot de superstructure, évoquant un matérialisme historique cher à Brûle, reflet de Marx et de Labriola. Qu'étaient ces doctrines économiques, sinon la recherche des moins illuminantes causes secondes ? Qu'était celle-ci en particulier ? Théorie de la production a prioriste ? Explication de la valeur fausse ? Psychologie rudimentaire, métaphysique de pauvre homme ? Quel mince rideau pour masquer le problème éternel ? Cette exécution lui parut sommaire, mais qu'importait. Il acceptait, comme un présent offert par toute mélodie, le don de parcourir les théories à grandes courses rêveuses et sans vérifier les détails. La mélancolie, inspiratrice de détachement,
dessine des cartes aux échelles démesurées où les paysages coutumiers ne se retrouvent plus. L'argilier le rencontra au coin de la petite rue Rateau. Il pouvait voir, en se retournant, les bâtiments de l'école physique et de chimie, juste sortis de terre, et l'emplacement où l'écurie avait trouvé le radium. « Ta patrie !» fit Augustin. Mais l'autre leva la main d'un air vague. Comme il parlait des Badouneaux, Augustin tomba d'accord que ce fameux roc des besoins humains englobait le besoin de Dieu, ou plutôt que ce roc supposait cet autre banc de rochers plus profond. Nous, disait-il, si nous perdions nos convictions religieuses, il nous resterait encore l'offre radieuse du monde, mais eux. Or ce besoin primordial, précisément ces gens ne le sentent pas. Ils ont le mot uniquement. Le sens qu'ils lui donnent, c'est tantôt une facilité plus grande pour leur mendicité, tantôt une super réglementation du type militaire. Au moins, voilà pour les miens. Nul moyen que ces malheureux utilisent au sens divin leur pauvreté. Évidemment, dit l'argilier, la sainteté, rare réussite, émerge des prodigalités naturelles exactement comme dans tous les autres cantons de la biologie. Dieu est très caché par les divers déterminismes si on ne regarde pas où il veut être regardé. Cette retombée sur le plan positif, ce souci de ne couvrir de son vol qu'un terrain préalablement arpenté, ce goût de toucher la terre solide, était du pur pour l'argilier. Il avait dû communier le matin même. Il communiait sans doute aussi tous les jours de la semaine. S'il quittait l'école de 7h à 7h30, ce ne pouvait être que pour cela. C'est un heureux, pensa Augustin. 2 mois après, lors d'une visite au bâtard, il apprit que le peintre nain était mort. La femme noire et grise recueillie dans quelques maisons de vieillards, la jeune fille partie on ne savait où. Vers février, Augustin reçut de son père une lettre dont l'optimisme le frappa, quoiqu'il ne fît point disparaître cette résignation renonçante développée en lui ces dernières années, assez voisine parfois de celle des clients de Saint-Vincent-de-Paul. Cette lettre, toute cliquetante de noms de recteurs, de directeurs d'enseignement secondaire et d'autres personnages prestigieux, débordait de récits scolaires et de joies de carrière affreusement humbles. L'inspecteur général était venu plus tôt qu'on ne l'attendait. Monsieur Méridier parlait de son aspect froid, cassant et fin, en termes où s'avouait une timidité devant la force, que ce faible dissimulait autrefois avec tant de finesse. Évidemment, Augustin n'était pas remplacé, mais 2 ou 3 élèves, sa monnaie, faisaient encore figure de choses montrables. L'indiscipline du jeune marguillier Jules, cadet de l'autre, avait éclaté en pleine inspection générale à la suite d'un pari, on le savait maintenant. Il avait pouffé de rire, tout haut, à une équivoque stupide sur le mot latin lapis, puis reprit soudainement l'air ingénu d'un bébé. C'était heureusement au cours d'une explication de Virgile qui plaisait à l'inspecteur général. Et iam prima novo spargebat lumine terras. Sans daigner parler à Marguillier, bien entendu, l'inspecteur s'était montré d'une autorité écrasante en une phrase qui alliait tout. Une exacte hiérarchie des pouvoirs et l'élégance des termes où rien ne se répétait. Monsieur Méridier, n'hésitez pas à désencombrer votre classe des éléments inaptes aux études secondaires. Monsieur le proviseur, d'un ton fort sec, voudrait bien s'occuper d'en débarrasser le lycée. De mon côté, je ferai le nécessaire auprès du ministre pour qu'il en allège l'université. L'élève marguillier Jules n'avait pas escompté ce coup de foudre parti de l'Olympe, etc. Le récit se prolongeait 10 ou 12 lignes encore.
À la fin de la classe, sans faire allusion à l'incident, l'inspecteur général avait dit à M. Méridier textuellement ceci : « Êtes-vous le père du normalien ? Vous vous êtes laissé oublier ici. Que puis-je pour vous ? Voulez-vous une ville de faculté ? » Très grand seigneur d'administration et de lettres, ajoutait le pauvre homme, cherchant visiblement à utiliser une notion sociale que son expérience laissait vide. Or, continuait-il, tout cela était une grande chance. La question du lycée de jeunes filles qu'il fallait bien envisager pour Christine se trouvait tout naturellement résolue, sans compter les autres possibilités des grandes villes. Un post-scriptum suivait, tout différent. Te rappelles-tu la petite Marie de chez nous ? Elle vient d'entrer au couvent des Clarisses, impasse de Saxe. Ta maman me demande de te la prendre, au cas où tu aurais l'occasion et la possibilité de la voir. Et le cousin Jules a absorbé ses terres. Augustin ressentit un léger choc d'émotion et d'étonnement. Un ordre contemplatif ? Ce n'était pas son genre. Enfin, encore une heureuse. Mais il constata que parmi tous les souvenirs et les évocations de la Marie de chez nous, ne figurait pas le désir d'aller la voir dans sa robe de postulante, que ce n'était pas de secousses sentimentales qu'il avait besoin, et qu'en lui la saveur de la vie religieuse se trouvait pour le moment affaiblie. Elle reviendrait ? Oh, sans doute. Elle allait et venait. Elle taisait les raisons de ses allées et venues. On constatait simplement la fatigue du cœur qui les subissait. Errant parmi ces ruines encore habitées, Augustin y trouva le sceptre d'un abbé historique et mystique, positif et religieux, comme sa mère et comme Marie. De celui-ci, il avait directement besoin. Il était 5h30 du soir, lorsqu'Augustin franchit la porte du vieil établissement ecclésiastique et demanda l'abbé Bourré. Il descendit une cour intérieure étroite et longue, bordée d'un préau, planté de végétaux pourrissants. Il pleuvait à gouttes fines et l'obscurité commençait de venir bien plus tôt qu'elle n'eût dû en cette fin d'hiver. Un bâtiment vétuste s'ouvrait par un porche propre et pauvre. Le gaz qui sifflait là, en avance sur l'heure, rappelait des souvenirs auxquels Augustin n'eut pas le temps de s'arrêter. Un autre vestibule d'établissement scolaire, un autre bec d'avant OR, une malle juste déchargée, la présence de son père auprès de lui, toute scène d'un passé si proche et si passé, et une sorte de grande brise fraîche, éventant sa vie. On pressentait d'autres becs de gaz dans les étages. Entre les régions jaunes qu'il créait, l'espace était fait d'ombre, de silence et d'un certain fumet de choux indélébile à tous les courants d'air, mêlés d'odeurs de cave. Sous la première lanterne, une manière de paroi de verre interrompait la muraille. Par un de ces carreaux ouverts en guichet, Augustin vit une cornette empesée, une peau en vieil ivoire, 2 yeux vifs et durs. Nanti d'explications algébriques et tranchantes, le visiteur fut abandonné à son destin. À l'intérieur régnait la nuit. Augustin s'enfonça dans des corridors coiffés de voûtes basses, creusés de profonds golfes d'ombre, monta des escaliers étiquetés de lettres qui n'eussent pas manqué de lui servir s'il avait fait jour, mit le pied sur des marches que de clignotantes lueurs jaunes montraient faites avec des carreaux encadrés de bois, sous de massives rampes anciennes, redescendit, frôla des portes matelassées, retrouva l'escalier initial et désespéra d'achever ce périple en cette riche nuit grave, pleine de saveurs des temps gallicans. Mais une voix, vibrant dans l'altitude, restitua au bâtiment ses repères et ses dimensions en hauteur, dévorées par l'ombre. La voix proclamait avec un accent de Roueg et du Cantal. « Par ici, monsieur Méridier, juste 2 étages au-dessus. » Plusieurs confrères étaient réunis dans la chambre de l'abbé Bourré, près d'une table à écrire portant l'habituel amoncellement de livres, numéros de revues,
statuette de plâtre bleu. Un autre se leva d'un fauteuil, près d'une cheminée où brûlait du charbon gras à flamme longue. Un rayonnage en bois blanc, chargé de livres, dominait la cheminée à la place où, chez un laïc, eût été la glace. D'autres rayonnages cachaient les murs. Entre deux fenêtres aveuglées de rideaux, une gravure de piété représentait la Vierge, dodue, les yeux baissés, d'une distinction très dame, les orteils nus, portés sur un croissant de lune. Le prêtre présenta ses confrères, professeurs de différentes matières ecclésiastiques. Il annonçait « Monsieur Méridier, élève de l'école normale supérieure, major de sa promotion », sans se douter qu'il parlait le langage de Polytechnique. De toutes les lèvres jaillirent de petites aspirations mouillées, des félicitations, l'énoncé discret d'espoir pour l'Église. Augustin jetait ce rapide coup d'œil circulaire dont on explore les pièces inconnues. La lampe à pétrole, sans abat-jour, éclairait à grandes nappes les livres, les murs, les deuils permanents des soutanes. Une grosse poutre ancienne, aux délicates moulures d'angle, traversait de biais le plafond. Des chaises vernies, un prie-dieu en paille, étaient d'une laideur anonyme. À l'un des côtés de la chambre, derrière un rideau tiré, l'extrémité d'un couvre-lit blanc se tendait sur un raide lit de fer où l'on eût volontiers imaginé un mort. « Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps, monsieur Bourret, » dit l'un des confrères, développant des gestes de politesse à déroulement lent. Lorsqu'ils furent partis, l'abbé remit l'abat-jour. La clarté tomba sur ses papiers. Le devant de sa soutane et la cataracte des petits boutons s'absorbèrent dans ce brin chaud qui borde la lumière des lampes à pétrole. Le visage restait dans l'ombre qui couvrait aussi Augustin tout entier. L'abbé était grand, très brun. Un maigre à gros os, dans la force de l'âge. Un sourire d'attente générale et sans cause naissait sur un côté de son menton en galoche et lui montait jusqu'aux paupières, mais plus à gauche qu'à droite, ce qui lui donnait l'air narquois et vaguement strabique. Dominant tous ces plissements, l'œil observait. « J'aurais dû, dit l'abbé d'une voix paresseuse et cherchante, faire moi-même la première visite. Votre lettre m'a devancé. Mais enfin, nous nous sommes rencontrés, c'est le principal. Peut-être ai-je craint aussi cette apparence d'intrusion d'un prêtre en milieu universitaire. Quelle intrusion ? Sans répondre, l'abbé garda son sourire oblique et pénétrant. Augustin s'était imaginé un méridionalisme naïf, une fleur noire de séminaire départemental, un cœur frais et fatidique. L'homme était tout autre. Seul rappelait cette image les souvenirs du grand domaine et de l'abbé en pleu-pluie et les cailloutis trompeurs du parler local. En forant le passé, on retrouvait bien la photographie d'un grand garçon en deuil, près d'une table de ferme. Mais ce garçon s'avançait un peu plus à chaque seconde, se désagrégeait dans des parties du temps totalement révolues, rendant nécessaire une retouche continue de ce qu'avait signifié le nom. À chaque essayage, il revenait, mal adapté, et il fallait recommencer encore les rapprochements vains. Cependant, pour qui cherchait, sous les traits de l'abbé, ceux du cousin Jules, maintes parties communes trahissaient le corps et l'âme héréditaires, façonnés par la vie des Planèzes au cours des paysanneries ancestrales. Mais l'ensemble, plus assuré, plus affiné, mieux nourri de pâtures livresques, s'approchait des hauts niveaux de l'intelligence. Le teint lui-même avait perdu sa rusticité, acquis la blancheur des villes. Au surplus, qu'est-ce que tout cela signifiait au juste ? L'abbé s'éternisait sur des sujets de pure conversation. Le dernier séjour au grand domaine, les séjours précédents, le long temps qui les avait séparés. Augustin dit qu'il connaissait l'entrée en religion de Marie,
s'étonna qu'elle eût lieu à Paris et dans un ordre contemplatif. Il eût supposé une congrégation hospitalière, quelque ordre local du Puy ou de Saint-Flour. Nul doute que la vocation ne soit née dans ces couvents locaux, mais finalement le bon Dieu l'a voulu ailleurs, dit l'abbé, qui serra ses lèvres et baissa les yeux, puis les ouvrit de nouveau sur Augustin, d'un air de soumission confite à une autorité qui n'a pas de compte à rendre. Des tapotements de pluie frappaient le rebord en zinc de l'une des fenêtres, produisant un bruit régulier assez agaçant. Dans l'échange de mots qui suivit, l'étonnement d'Augustin crut à chaque minute. Il voyait l'abbé manœuvrer les affirmations les plus simples avec une manière de lourde et inintelligible prudence, rappelant le cousin Jules aux prises avec le père Sazerat. Il l'entendait répondre aux plus ordinaires questions sur sa situation à Paris, en mots d'une imprécision étudiée. Oui, il y avait bien une dizaine d'années à peu près qu'il avait quitté le Cantal, quelque temps après son ordination. Maître de conférence à l'Institut catholique ? Non, pas tout à fait, pas précisément. Oui, sans doute. Il y avait ce que disait l'affiche. Tout au plus remplaçait-il, quand besoin était, quelques maîtres de conférence, guère au-delà. S'il y avait des conférences d'hébreu et d'écriture sainte, l'affiche le disait. Une autorité spéciale en ces matières ? Oh 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 ! Ici un gros rire de bonhomme. Il est bien difficile d'appeler ainsi sa faible compétence. D'ailleurs, pour un prêtre, retour à la gravité compassée, la spécialité consiste à s'en tenir au champ d'études où ses supérieurs estiment qu'il rend des services. Avec une modestie interrogatrice, c'est là que Dieu le veut, évidemment. Un doctorat ? Ah, certainement. Pour un prêtre que ses études doivent diriger vers un professorat, même de grands séminaires, c'est un devoir que de posséder le doctorat en théologie. Encore plus, bien entendu, si son activité s'exerce dans le cadre des universités catholiques. Ah, vous parlez du doctorat ès-lettres, des doctorats universitaires. Ah, c'est une toute autre question. Tout autre. Tout autre. Puis, disant « Il fait froid, je trouve », il s'approcha de son propre feu. Il promenait lentement devant la cheminée un dos plein d'un plaisir méthodique. Comme il présentait au foyer des jambes écartées, ses pantalons noirs furent visibles sous la soutane, spectacle qu'un laïc a l'assez sotte habitude de trouver bouffon. Non, continuait-il, je n'ai pas à proprement parler de ministère. Certains de mes confrères entendent régulièrement des confessions. Il m'arrive à moi-même de donner des instructions ou des retraites. J'ai tout loisir. Votre âme, dit Augustin, est celle d'un savant ? Oh, un savant ! Ce mot vise les résultats. Tout ce dont on peut se flatter est d'être fidèle aux méthodes par lesquelles on y arrive. Après l'inattendue fermeté de cette réponse, il reprit son air de bonhomie indolente qui paraissait supporter avec résignation le visiteur. Augustin commençait de le soupçonner. S'il n'avait pas, comme il disait, fait lui-même la première visite, ce n'était pas crainte d'une intrusion. La combustion du charbon cessant d'émettre des flammes se prolongeait sous une croûte rose-feu. L'abbé souleva contre elle l'une de ses pantoufles, s'appuyant pour l'équilibre à un fauteuil de paille dont le coussin gardait la forme de son dos. « Vous êtes admirablement ici pour travailler, fit Augustin. Vous êtes un heureux ?» Déjà, il avait appelé aussi l'argilier et Marie. Il pensa qu'il se répétait. Avocat des vertus moyennes, l'abbé souleva avec une onction ecclésiastique sa main robuste et bien lavée. « Je ne songe pas, fit-il, à m'en excuser. Pour les ordres intellectuels de l'Église, bénédictins, dominicains, les études sont un devoir de règle. » Il tendait les lèvres pour ce narquois sourire du coin gauche. « Je veux dire qu'elles leur sont un instrument de perfection morale. Comme tout autre paragraphe de leurs règles, leur maigreur, leur lever nocturne, leur travail manuel.
Je dirais même qu'il n'importe point qu'ils fassent usage des meilleurs procédés de travail, les plus rapides, les plus efficaces, mais simplement de celui qu'ordonnent leurs règles. Le mode de l'effort est primordial, non la fin. Mais le prêtre professeur est chargé d'une fonction dont l'exercice correct importe à l'Église. Son devoir d'État veut qu'il se donne les conditions les plus favorables à l'exécution parfaite de son travail. Pourvu qu'elle reste morale, bien entendu, aucune fonction ne devant imposer le péché. Une austérité plus marquée, un sommeil ou une nourriture appauvrie, gênerait ma pensée et, moralement parlant, serait mauvais. La fin de l'effort est primordiale, non son mode. Glissant la main dans son cou, il rajusta son rabat qui s'était déplacé et attendit avec une sorte de hauteur patiente. « Je comprends, » dit Augustin, amusé de cette scolastique. « Votre souci principal est de penser juste. Au reste, rien dans cette chambre n'indiquait d'autre préoccupation que celle d'une vie purement intellectuelle, qu'un formalisme froid coupait de bréviaires et de prières. Pas d'objets d'art, pas de souvenirs. Des représentations de pitié banalement anonymes, comme ces chaises de paille. On le sentait sans besoin que d'érudition. Fellow d'un Oxford médiocre, confortable et ignoré. « Je n'ai pas d'autre souci que celui de me donner les moyens de penser juste, fit-il, soulignant autre d'un soulignement qui rectifiait. Mais prenons un timbre de basse, comme si l'idée nouvelle, au lieu d'être pareille aux précédentes, ouverte aux discussions de son interlocuteur et sur le même niveau, reculait soudain vers des retraites sacrées, hors de l'accès d'Augustin, et que le changement de ton marqua les distances. En conformité, bien entendu, avec les enseignements de l'Église infaillible, d'ailleurs, en disant « pensez juste », il s'inclina, les lèvres pincées cette fois, et les yeux fermés, savourant une satisfaction intérieure des sens trop volatiles, qui risquait de s'évaporer par ses ouvertures, et obligeait de boucher le flacon, strictement personnel au demeurant, et impartageable. Il restait debout devant sa cheminée, et si près du feu que son interlocuteur éprouvait par sympathie dans son propre dos et dans ses mollets une impression de synapse. Il restait debout devant sa cheminée, et si près du feu que son interlocuteur éprouvait par sympathie dans son propre dos et dans ses mollets une impression de synapisme, compensant l'effort de se chauffer qui ne venait pas. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.